Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui, on va pouvoir voir vos sourires, ce qu'on n'a pas eu l'occasion de voir aux 2 derniers congrès de l'AST du fait du Covid. Donc, je suis vraiment ravie. Cette année, je vais avoir le plaisir de co-animer cette session plénière qui est une des sessions phares de nos congrès avec le président de l'AST, Pierre Berger. Je suis moi-même Solène Le Fur, la directrice générale de l'AST. En 2019, l'AST avait lancé un appel à candidature pour accueillir son 101e congrès. Et Dunkerque a été retenu par le conseil d'administration à l'unanimité pour vous accueillir aujourd'hui. Donc cette candidature, elle était portée par la communauté urbaine de Dunkerque, par le syndicat de l'eau du Dunkerquois et par Suez. Avant de passer la parole à ces messieurs sur scène, je vous invite à découvrir un peu le territoire dans lequel nous sommes tous rassemblés aujourd'hui à travers une courte vidéo. Merci. Et voilà, mi-2022, nous sommes tous rassemblés à Dunkerque. Nous sommes plus de 520 inscrits à ce 101e congrès de l'AST, plus de 230 rassemblés aujourd'hui dans cette salle en plénière. Et nous avons l'honneur de la présence de M. Patrice Vergrit, qui est le président de la communauté urbaine de Dunkerque, notamment, et que j'invite à vous dire quelques mots au micro.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Dunkerque, si j'arrive à mettre le micro correctement. Voilà. Bienvenue à Dunkerque. À chaque fois que j'ai le plaisir de voir le petit film que vous venez d'avoir sur la communauté urbaine, j'en ai des frissons. J'y peux rien, c'est comme ça. C'est le maire que je suis qui ressent à chaque fois les émotions de ce qu'est le territoire. Vous avez en fait dans ce petit film tout ce qui caractérise cette ville. Des images qui, peut-être, si vous venez de loin, n'évoquent rien pour vous, mais qui, en réalité, en concentré, font toutes les images et toutes les facettes d'un territoire hors norme, extraordinaire, hors du commun, avec un passé extrêmement riche, de l'opération Dynamo jusqu'à la reconstruction, en passant évidemment par la pêche à Islande et autres. Et j'ai envie de dire, il y a deux choses que j'ai envie de mettre en avant par rapport à ce que vous venez de voir dans le petit film. C'est d'abord, finalement, la première richesse de ce territoire, c'est sa population. Tout à l'heure, nous disions que souvent les rencontres à Dunkerque battaient des records de fréquentation. Ce qui est encore le cas, si j'ai bien compris, à Dunkerque cette année pour vous. Ce n'est pas totalement un hasard, il y a un sens de l'accueil ici sur ce territoire, il y a une chaleur, vous avez vu quelques images du carnaval dunkerquois qui l'incarne au quotidien, chaleur qui fait finalement que ce territoire est aussi un peu à part dans l'émotion qu'on peut ressentir sur les différentes manifestations locales. Et puis la deuxième chose, et elle est liée au thème du congrès, forcément à votre présence ici, c'est que vous êtes un territoire sur l'eau. Un territoire évidemment littoral, vous l'avez vu, c'est l'un des éléments identitaires du territoire sur lequel vous êtes, un territoire littoral qui a profondément rénové d'ailleurs ses stations balnéaires, multiplié par 2 sa fréquentation touristique au cours des 5 dernières années, qui en fait d'ailleurs le territoire avec la plus forte progression touristique de France actuellement. Eh oui, vous n'auriez pas parié sur Dunkerque, et pourtant c'est ça la réalité. Un territoire où il n'y a pas que l'eau de mer, où il y a beaucoup d'eau douce. Dunkerque a plus de canaux que Bruges, mais ils sont méconnus, ils ont été utilisés essentiellement pour l'économie, et donc il faut transformer ce rapport-là aujourd'hui, ce rapport à l'eau douce, mais qui ont fait aussi une grande fragilité pour ce territoire. Bertrand Ringot, qui est vice-président de la communauté urbaine, est aussi le président des Watringues, il pourrait en parler longuement, parce que c'est un territoire fragile, un territoire de polder, un territoire qui va subir dans les années qui viennent les effets du changement climatique, et qu'il faudra savoir gérer dans les années qui viennent. Donc il y a à la fois ces risques et puis ce formidable potentiel que recèle l'eau douce ici sur ce territoire dunkerquois. C'est les deux éléments que j'avais envie de mettre un peu plus en valeur. Mais surtout, je n'ai qu'un mot à vous dire. Bienvenue à Dunkerque et j'espère que vous y plairez et surtout que vous reviendrez. Merci à vous. Écoutez, merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. Et je remercie aussi Marjorie Éloi qui est dans la salle, qui nous a accueillis avec toute bienveillance au moment du projet du congrès avec vos équipes et notamment Mathieu Brevière. Donc merci à tous. Alors je tiens aussi à remercier le syndicat de l'eau du Dunkerquois qui est représenté effectivement par son président, Monsieur Bertrand Ringot. Et je vous invite également à nous dire quelques mots. Merci. Bien, écoutez, bienvenue à mon tour à Dunkerque au sens large, Dunkerque agglomération, et j'élargis un peu, hein, Patrice étant également président du pôle métropolitain de la Côte d'Opale, sur cette façade littorale ô combien attractive, ô combien conviviale et ô combien aussi, disons-le, en plein développement. Alors j'aurai l'occasion, lors d'une table ronde qui suivra, de vous parler de mes différentes responsabilités dans le domaine de l'eau, dans lesquelles je suis engagé depuis 2014, donc en tant que vice-président de cette communauté urbaine. J'ai la chance de travailler sur l'ensemble des sujets, à la fois la problématique de l'eau potable, celle de l'eau industrielle, celle de l'assainissement, celle aussi liée à la ressource avec la commission locale de l'eau, et puis, comme le disait également notre président, celle qui est liée aux Watringues, spécificité du delta de l'Aa, de ses 450 000 habitants. Nous sommes à Polder, donc nous sommes à altitude 0, donc ce sont des terrains qui ont été gagnés sur la mer au fil des siècles, et donc par un système ingénieux de Watringues qu'il faut préserver, valoriser et aussi se projeter à long terme, parce qu'avec le réchauffement climatique, rejeter les eaux à la mer, voilà, il y aura des complications, ça sera moins simple que ça ne l'a été, même si c'est toujours un défi
ô combien spécifique lorsqu'il y a des fortes pluies et lorsqu'on n'est pas en gravitaire d'évacuer les eaux à la mer. Donc en tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à m'occuper de cette délégation et de faire connaissance aussi avec votre association, Monsieur le Président, et quelques-uns de vos membres. Je crois que c'est une chance d'avoir cette fédération professionnelle. Étant issu du secteur du tourisme, j'aurais longtemps imaginé, rêvé quelque part d'avoir une fédération comme celle-ci qui permet d'échanger les expériences, d'être moins isolé finalement sur ces thématiques, disons-le, qui sont complexes et aussi qui nécessitent une innovation permanente. Voilà, en tout cas, bienvenue à Dunkerque. Je salue également le directeur général délégué de Suez, avec qui nous travaillons depuis un certain temps, mais nous sommes en renouvellement de délégation, donc je n'en dirai pas plus, mais je me devais, en toute amitié, de le citer. Voilà, bienvenue à Dunkerque et bon congrès. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, merci beaucoup et je me permets aussi de remercier Fabrice Mazzoni de vos équipes qui étaient à nos côtés dans la préparation de l'événement, donc un grand merci également. Et à présent, je vais me tourner vers vous, Maximilien Pellegrini, et je vais aussi vous laisser aller nous dire quelques mots. Donc vous êtes effectivement directeur général délégué de Suez et partenaire de ce 101e congrès. Merci infiniment. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci au président pour ses mots d'accueil. On a toujours à cœur de revenir sur ce magnifique territoire dunkerquois et on ressent à chaque fois ce dynamisme que vous incarnez parfaitement, messieurs, par vos engagements sans faille. Je remercie évidemment l'ASTE pour son invitation et son président. L'ASTE, j'en profite pour saluer le travail remarquable de cette formidable association qui officie depuis presque un siècle maintenant et qui a réussi à conjuguer la collaboration d'un certain nombre d'acteurs publics, privés, pour faire émerger encore plus fort, encore plus haut la passion de nos métiers. J'adore le sujet choisi pour cette thématique cette année, l'adaptation au changement climatique. C'est un sujet évidemment extrêmement important. Il s'impose à nous de manière extrêmement brutale, la hausse des températures, les inondations quelquefois meurtrières et tous les épisodes de sécheresse à répétition, mais il s'impose aussi à nous de manière un peu dangereuse, subtile. On parlait du niveau de la mer à Dunkerque, eh bien en 2100, c'est pas si loin que ça, peut-être pour les nouvelles générations, mais on anticipe une augmentation du niveau de la mer de 1 mètre. Donc on voit les bouleversements incroyables auxquels nous devons faire face. Peut-être en préambule, vous partagez 3 convictions profondes sur l'adaptation au changement climatique. Tout d'abord, le fait que l'action devrait être concertée et collective et reproduire à chaque fois que cela est possible des espaces de collaboration tels que celui que nous ouvrons aujourd'hui entre le public, le privé, les scientifiques, le monde académique, de manière à faire émerger les bonnes solutions et voir l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Si la transition écologique révèle de pacte entre États, nous sommes absolument convaincus qu'elle va s'incarner par des projets de territoire dans une logique de co-construction. La seconde conviction, c'est que lorsqu'on parle de transition écologique, parfois ou souvent, le thème de l'eau est malheureusement sous-estimé ou un peu délaissé. Or, c'est un thème absolument crucial dans la transition écologique et les investissements colossaux auxquels nous devons faire face dans la décennie qui vient nous imposent, là aussi, concertation, innovation, expertise, pour faire en sorte que nous abordions l'avenir de manière sereine. Et enfin, pour terminer sur une note d'optimisme et d'encouragement, c'est que la transition écologique nous propose aussi d'innombrables opportunités. Je pense à l'économie circulaire qui présente aujourd'hui avec ses innovations et solutions des expertises concrètes, pragmatiques. Je pense à la production d'énergie avec les biodéchets ou les stations d'épuration et leurs boues. On va devoir produire en 2025 25 TWh d'énergie, ce qui correspond grosso modo à 6% de la consommation de gaz naturel de France, donc ce n'est pas anodin. Je pense évidemment à la récupération d'engrais azotés par les boues de stations d'épuration ou encore une fois les biodéchets. Et puis le recyclage qui s'impose à nous. Nous recyclons à peine 25% de plastique en France aujourd'hui. On doit tendre vers 100%. Donc là aussi, on s'imagine à quel point l'innovation, l'expertise, les investissements auxquels nous devrons faire face est absolument crucial. Donc,
je pense et je suis convaincu que l'AST et ses configurations et ses espaces de discussion sont absolument nécessaires pour anticiper ensemble un avenir meilleur avec des business models, des modèles économiques différents et un pouvoir d'achat préservé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Pellegrini. Je me permets d'adresser aussi quelques remerciements à vos équipes, en particulier Laurent Brunet, qui est assis à côté de vous, et Sylvie Barbon-Leroy également, qui nous a beaucoup accompagnés. Écoute, cher président, Pierre, c'est à toi maintenant. Merci Solène. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être ici à Dunkerque pour ce nouveau congrès de l'AST. Alors moi, c'est un congrès particulier parce que c'est mon premier congrès en tant que président de l'association et c'est également le premier congrès d'un deuxième centenaire de congrès, puisque c'est le 101e. Et l'AST, effectivement, est plus que centenaire, puisqu'elle a plus de 108 ans, je pense, maintenant. Voilà pourquoi il y a une différence entre l'âge de l'association et le nombre de congrès. Effectivement, le président l'a rappelé, il y a quand même eu 2 guerres mondiales, et donc l'association qui existait avant la Première Guerre mondiale n'a pas fait de congrès pendant les 2 guerres. Voilà, pour ce petit rappel historique. Donc l'AST, c'est l'association des professionnels de l'eau et des déchets qui réunit plus de 4000 adhérents, qui regroupe donc des chercheurs de la sphère publique et privée, des collectivités locales, des opérateurs exploitants pour le compte de ces collectivités locales, des bureaux d'études, des fournisseurs de matériel et de technologie. Je pense que j'ai fait le tour, j'espère oublier personne. Notre ADN, c'est de partager nos expériences, partager nos savoir-faire, dans une optique de faire progresser la connaissance, tout ça dans un climat de consensus pour effectivement essayer de vraiment de faire progresser tous les acteurs du monde de l'eau et des déchets sur les questions qui nous préoccupent. Chaque année, pour chaque congrès, on choisit une thématique. Le congrès Dunkerque, on a choisi la thématique du changement climatique. Alors effectivement, c'est évidemment énormément d'actualité. On est aussi ravis d'être ici sous le soleil avec un peu d'air sur la plage plutôt que dans le métro à Paris avec 40 degrés demain ou après-demain. Voilà, c'est très bien. Alors, un congrès de l'AST, ça ne se fait pas sans partenaires. Et donc, je tiens vraiment chaleureusement à remercier la communauté urbaine de Dunkerque, monsieur le président ici présent, et aussi ses vice-présidents et ses services qui nous ont évidemment aidés à la fois matériellement et aussi logistiquement et aussi dans le contenu de ce congrès pour faire de ce rendez-vous un succès. Merci à monsieur Ringot, donc le président du syndicat de l'eau du Dunkerquois, aussi partenaire de ce congrès. Et puis, merci également donc, à Maximilien Pellegrini, donc, du groupe Suez, pour son soutien et puis aussi pour la contribution aussi du groupe Suez aussi aux travaux de l'AST, que ce soit sur l'eau ou sur les déchets. Enfin, je remercie également l'agence de l'eau Artois-Picardie, qui est un partenaire aussi de notre congrès, l'agence de l'eau n'ayant pas pu s'exprimer aujourd'hui. Et aussi tous nos autres partenaires qui sont nombreux, qui apportent aussi leur soutien, des bureaux d'études régionaux, des PME. Vous retrouverez la liste dans tous les documents du congrès, et ça aussi, c'est important. Alors, un congrès de l'AST, c'est évidemment un rétro-planning très anticipé, avec, pour ce qui est du contenu des interventions, un rétro-planning qui démarre 9 mois plus tôt, avec un comité de programme qui examine les communications que nous recevons. En général, l'appel à communication, il est lancé pendant le congrès précédent, donc on va lancer l'appel à com pour le prochain congrès de l'AST, pendant ce congrès-là. Et à la tête de ce comité de programme, on avait 2 personnes, donc Mathieu Brévière de la communauté urbaine de Dunkerque et Laurent Brunet de Suez. Donc merci à tous les deux pour avoir animé le travail qui consiste évidemment à qualifier les communications qu'on reçoit, puisqu'on reçoit près de 200 communications et on en présente à peu près une petite cinquantaine pendant le congrès, donc il y a forcément un travail de tamisage qu'il faut faire, et c'est eux qui ont piloté cette démarche, et je vous en remercie. Et puis on a également une section territoriale de l'AST qui a été très impliquée dans la préparation de ce congrès, notamment pour les visites techniques, et je remercie Jean-Jacques Hérin, le président de la section territoriale qui est ici, pour la qualité donc, des visites qui nous sont proposées, et aussi pour l'animation qu'il a réalisée, notamment, on a eu une session cet hiver sur les déchets passionnante à Calais, et c'était donc Jean-Jacques qui était à la préparation de ça.
Et puis, il y a aussi la logistique. Alors, la logistique, ce n'est pas 9 mois avant, la logistique, c'est 18 mois plus tôt. Et donc là, c'est l'équipe permanente de l'AST qui est aux commandes de ça. Et donc, évidemment, pour qu'on puisse déjeuner convenablement, trouver notre chemin, être dans un endroit qui va bien, voilà. Tout ça, c'est grâce à l'équipe permanente de l'AST, et particulièrement à Muriel Auriol, Sandrine Bénard et Pascal Barès, que je remercie évidemment. Tout ça très très bien orchestré par notre directrice générale, Solène, avec qui c'est toujours un grand plaisir de travailler. Alors l'AST, c'est aussi une revue scientifique et technique, je vous l'ai amenée là. Ceux qui ne l'ont pas vue, vous pouvez la trouver à l'accueil. Voilà. Donc, Technique, Sciences et Méthodes, hein, donc c'est la revue scientifique et technique de l'AST. Alors, c'est une revue particulière puisqu'elle n'est pas que scientifique, elle est aussi technique, et on tient à ce double aspect de la revue. Donc, vous retrouverez donc, le numéro 5 à l'accueil du congrès. Vous retrouverez également dans les numéros qui vont suivre des communications qui sont présentées pendant ce congrès et qui seront choisies par le comité de lecture de la revue, puisque c'est une revue à comité de lecture. Vous retrouverez également des retours sur les visites techniques qui ont eu lieu pendant ce congrès. Alors également, petit élément ludique pour TSM, c'est que vous voyez une couverture, et donc pour la prochaine couverture du prochain numéro, il y a un concours photo qui est en route. Vous retrouverez toutes les photos et vous pouvez voter jusqu'au 1er juillet via l'application du congrès donc de l'AST sur votre smartphone. Vous avez dû recevoir code et identifiant pour vous connecter. Donc n'hésitez pas et vous retrouvez donc cette photo gagnante sur la page de couverture du prochain numéro. Alors, cette année, quelle spécificité pour notre congrès? Eh bien, 2 nouveautés. La première, c'est que nous avons décidé d'organiser une session qui soit davantage destinée aux élus et également aux autres personnes évidemment intéressées sur la question du changement climatique. Donc c'est juste après la séance plénière à 16h30. Et puis nous aurons également demain à 14h30 une session consacrée à l'innovation dans laquelle on présentera les 2 thèses lauréates du prix de l'AST. Donc vous savez que chaque année, l'AST récompense une thèse de doctorat sur des questions qui nous préoccupent de l'eau et des déchets. Alors, ce n'est pas toujours que des thèses des sciences dures, techniques, je dirais. Ça a aussi été parfois des thèses de sciences humaines et sociales. Donc, comme quoi l'AST s'ouvre aussi à d'autres thématiques que nos métiers purement techniques. Et donc, demain à 14h30, la présentation de ces 2 thèses. En même temps, dans cette session, on aura également la présentation des posters. Alors, vous savez que les auteurs de posters, on les fait pitcher, donc un challenge, hein, c'est 1 minute pour présenter son poster, et après, le carrosse se transforme en citrouille. Et donc, cette année, on a décidé, en plus, de récompenser la meilleure prestation de pitch. Donc, on récompensera également le lauréat pendant la session innovation. Alors, dans chaque plénière du congrès, on essaye quand même de prendre de la hauteur par rapport à nos problématiques de quotidien, nos problématiques techniques d'installation de traitement de déchets, de ressources en eau, de traitement des boues d'épuration. Et donc, on va donc cet après-midi écouter tout à l'heure 2 chercheurs, et préalablement à ça, on va jouer un peu. Voilà, après le repas, comme ça va réveiller tout le monde. Et donc j'invite Cyril Dufer de Biosphère à me rejoindre et il va tout vous expliquer. Voilà, bon congrès à tous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Comme vous le savez, cette 101e édition du congrès de l'AST a pour thématique l'adaptation au changement climatique. Eh bien, j'ai la chance d'avoir été invité aujourd'hui pour vous faire justement un petit topo sur le climat et ses éventuels changements. Alors, une intervention qui va être interactive au moyen de ces boîtiers de vote que vous avez normalement récupérés à l'entrée. Si vous n'en avez pas, on en a encore de disponibles. C'est beaucoup plus amusant de participer, sinon vous allez un petit peu vous ennuyer pendant le temps de cette intervention. En effet, je vais avoir une série de questions à vous poser. Pour chaque question, ça sera sous forme de quiz, 4 possibilités, une seule bonne réponse que vous devrez trouver, et vous appuierez pour cela sur les touches de 1 à 4, et c'est tout. Les autres touches ne servent à rien.
Vous avez également en bas des touches notées Go ou point d'interrogation. Vous n'appuyez pas dessus, sinon malheureusement vous risqueriez d'éteindre votre boîtier. Et enfin, appliquez-vous parce qu'à la fin nous verrons les scores. J'aurai même le plaisir d'inviter parmi vous les 3 meilleurs sur scène. Juste à préciser, il n'y a pas beaucoup de questions. Mon intervention va être relativement rapide. On aura peut-être beaucoup d'ex-aequo. Je ne prendrai dans ce cas-là que les 3 premiers qui ont été également les 3 plus rapides à répondre. Alors, ne vous précipitez pas toutefois pour répondre à chaque fois avec votre boîtier de vote. Il vaut mieux prendre un peu le temps et avoir la bonne réponse que de répondre un petit peu n'importe quoi. Sur ce, on n'est plus vraiment parti pour 30 minutes. Donc, j'ai une intervention encore plus courte, une vingtaine de minutes pour tout savoir justement sur le climat. Alors, c'est une thématique sur le climat délicate. Beaucoup de personnes encore en France sont climato-sceptiques. J'ai eu la chance souvent de faire cette intervention avec un climatologue très célèbre qui s'appelle Jean Jouzel, qui est un ancien prix Nobel de la paix, l'ancien directeur et gérant du GIEC, le groupe d'experts sur l'évolution du climat, et qui disait notamment que sur le climat, on a encore beaucoup d'incertitudes, mais en tout cas déjà certaines certitudes, et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui. Alors pour tout savoir sur le climat et son fonctionnement, voici le sommaire de cette intervention. 7 chapitres, non pas exactement, j'en ai certains que je vais zapper parce qu'on manque un petit peu de temps, que l'on va développer ensemble, mais en tout cas un premier chapitre sur lequel on va s'arrêter, comment fonctionne la machine climatique. Et j'ai une première question à vous poser. Même si vous connaissez la réponse, pour l'instant n'appuyez pas tout de suite sur vos boîtiers de vote. Je vais vous expliquer pourquoi. Au niveau climat, aujourd'hui d'ailleurs, nous en sommes où? Nous serions dans une ère glaciaire, une ère intermédiaire, une ère chaude ou une ère très chaude? Alors pour voter, vous attendez à chaque fois le compte à rebours, la petite musique, vous aurez 12 secondes pour me donner votre avis. Si vous n'en avez aucune idée, eh bien 1, 2, 3 ou 4 au hasard sur vos boîtiers. Vous êtes prêts? Eh bien c'est à vous, allez-y, votez. Et si on peut mettre un petit peu plus fort, merci. Alors la question était un petit peu piégeuse. Il y avait un mot piège là-dedans. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est le mot ère. Parce qu'il ne faut pas confondre les ères et les périodes. Parce qu'au niveau des ères, nous ne sommes pas dans une ère très chaude. Nous ne sommes pas non plus dans une ère chaude. Au niveau des ères, nous sommes bien dans une ère glaciaire. Et oui, à partir du moment où sur la planète, nous avons un peu de glace de manière naturelle, soit sous forme de glaciers en montagne, soit sous forme de banquise, c'est de l'eau de mer qui va geler en hiver et dégeler en été, soit sous forme de calotte polaire, eh bien à partir du moment où on a un peu de glace sur la planète de manière naturelle, nous sommes bien dans une ère glaciaire. Nous avons donc des périodes glaciaires, nous venons d'une période glaciaire. Nous sommes aujourd'hui dans une période interglaciaire qui, de par sa grande stabilité climatique, a vu naître l'agriculture, l'industrie, notre monde moderne. Mais demain, nous allons également repartir dans une nouvelle période glaciaire, où à nouveau les glaces vont envahir une grande partie de l'Europe. Alors vous allez me dire, c'est étrange, vous attendiez sûrement à ce que je vous dise que le climat allait se réchauffer. Je vous dis plutôt au contraire que nous allons repartir dans une nouvelle période glaciaire, en effet. Rappelez-vous, pour certains d'entre vous, au début des années 70, on pensait que cette nouvelle période glaciaire allait arriver à l'aube de l'an 2000. Non, elle n'est pas encore là. Et puis de toute manière, nos activités humaines font que peut-être que l'on va bel et bien atténuer cette nouvelle période glaciaire. Elle passera même peut-être totalement inaperçue. Et elle n'est peut-être pas encore prête d'arriver. Elle arrivera peut-être encore dans quelques dizaines, centaines ou milliers d'années. Parce qu'en effet, sur notre planète, c'est un cycle. Un cycle en haut de période interglaciaire, en bas de période glaciaire. Nous sommes tout à droite aujourd'hui. Est-ce que ça va continuer de monter encore pendant quelques milliers d'années, ou est-ce qu'on va doucement rebasculer vers une nouvelle période glaciaire? En tout cas, vous l'avez compris, c'est un cycle qui dure depuis des millions, des milliards d'années. En 4 milliards d'années, notre planète a traversé à plusieurs reprises des périodes de réchauffement, suivies de refroidissements tout aussi spectaculaires.
Il y a 13 000 ans, par exemple, une grande partie de l'hémisphère nord a disparu sous les glaces. C'est sans doute à cette époque que nos ancêtres ont pu rejoindre la Grande-Bretagne à pied. Puis, sous l'effet du réchauffement, la banquise a fondu, laissant place à la mer et à des paysages plus accueillants. S'en est alors suivie une longue période tempérée, où nos ancêtres ont pu se sédentariser, domestiquer du bétail et commencer à cultiver. Petit à petit, génération après génération, ils ont façonné les paysages par leurs activités. Alors on va voir si vous avez été bien attentifs. La dernière période glaciaire s'est terminée quand? Il y a 130, 13 000, 1 300 000 ou 130 millions d'années? La dernière période glaciaire, c'était il y a 13 000 ans. Et oui, il y a 13 000 ans, ici à Dunkerque, ça ressemblait à ça. Un voyage vers un monde perdu dans le temps, enseveli sous la glace, dominé par des géants. Alors ce cycle de période glaciaire et interglaciaire, sommes-nous aujourd'hui un petit peu en train de le modifier? Y aurait-il ce que l'on pourrait appeler un changement, d'autres l'appellent peut-être un emballement, une modification ou un réchauffement climatique? Je vais vous présenter une animation qui est faite chaque année par la NASA, où on va voir les dates qui vont défiler en haut à gauche, très rapidement, et avec des zones jaunes, orangées, rouges. Ce sont des anomalies de température. Ça ne veut pas dire qu'il fait plus chaud au pôle que sous les tropiques ou à l'équateur, c'est évident, mais que les anomalies sont plus fréquentes, parfois on le remarque, sur les pôles qu'ailleurs sur la planète. Et on le voit, plus les années avancent, plus ces anomalies sont fréquentes. Et les experts d'ailleurs seraient-ils à même aujourd'hui de prévoir l'augmentation de la température moyenne à la surface de la planète pour les prochaines années? Oui. Ils nous disent d'ailleurs que pour les 100 prochaines années, la température moyenne risque d'augmenter de 1 à 6 degrés, 6 à 15, 15 à 20 ou 20 à 30 degrés Celsius. Pour les 100 prochaines années, les experts pensent que la température risque d'augmenter d'1 à 6 degrés Celsius, vous avez raison. Certains étaient toutefois un petit peu plus pessimistes et vont se dire quelques degrés de plus, ça change quoi? Il doit y avoir, je ne sais pas, 30, 40 degrés d'amplitude thermique ici à Dunkerque, peut-être entre le jour le plus froid et le jour le plus chaud. Et avec quoi 2, 3 degrés de plus. Le réchauffage climatique? 2 degrés de plus, c'est que dalle, non? C'est pas énorme. À la rigueur, on vivra ici à Dunkerque un peu plus longtemps en tongs et en short. Mais attention, rappelez-vous lors de la dernière période glaciaire dont on a parlé, la température moyenne à la surface de la planète aujourd'hui est de 15 degrés. Lors de la dernière période glaciaire, la température n'était pas négative, elle était comprise entre 9 et 10 degrés Celsius. Ça veut dire qu'on risque d'avoir à l'extérieur des températures qui risquent d'augmenter de 5 à 6 degrés, voulant dire qu'il y a autant d'écart entre une période glaciaire et aujourd'hui qu'entre aujourd'hui et ce que l'on risque de rencontrer demain. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire malheureusement une augmentation de tous les épisodes caniculaires. Et d'ailleurs, ça tombe bien au moment où, si vous avez suivi l'actualité, on nous annonce justement un mois de juin particulièrement chaud peut-être, qui risque de battre des records de température, où le mercure est en train de s'affoler. Mais rappelez-vous également dans le passé, en juin 2019, j'avais eu l'occasion à ce moment-là d'aller donner une conférence à Paris. Pour ceux qui y étaient, 42,6 degrés, on les a sentis passer. Février 2020, 18 degrés en Antarctique.
totalement anormal. Et en Sibérie, près de 50 degrés également durant la même période. Rappelez-vous également l'année dernière, au Canada, dans le petit village de Lytton, on a frôlé également les 50 degrés. Mais en plein mois de décembre, des températures également positives. Nous allons repartir d'ailleurs dans l'hémisphère sud. Nous sommes sur la base Concordia. Attention, c'est l'hiver austral au mois de mars, pardon, excusez-moi, c'est l'été austral au mois de mars, voulant dire que normalement les températures devraient être bien inférieures et elles sont extrêmement chaudes. Ça veut dire également une augmentation de tous les incendies, une érosion de la biodiversité, tout comme une expansion de toutes les espèces nuisibles, invasives, une dégradation de notre système agricole, tout comme une dégradation de nos récifs coralliens, une acidification de nos océans, voire même dans certains coins de la planète une hausse des précipitations, mais en même temps des épisodes de sécheresse de plus en plus intenses, voire même de désertification dans certains coins de la planète. Bref, on l'a compris, des phénomènes plus extrêmes et plus intenses. Les précipitations sont plus fortes et plus intenses. À l'avenir, les chercheurs s'attendent à ce que l'alternance entre périodes humides et périodes sèches devienne la norme pour toute la planète. C'est un minuscule changement de la température moyenne qui explique l'amplification de conditions météorologiques extrêmes. Et qui dit un climat qui se réchauffe, des températures qui augmentent, ça veut dire également une mer ou des océans qui deviennent de plus en plus chauds et donc une activité cyclonique qui devient de plus en plus importante. L'un des effets les plus visibles pourrait être la violence et la fréquence inédite de certains phénomènes météorologiques. Les tempêtes qui survenaient une fois tous les siècles pourraient devenir monnaie courante. Et ces dernières années, on observe une recrudescence des catastrophes naturelles, comme si le processus était déjà enclenché. Et qui dit également hausse des températures, dit bien entendu fonte de la calotte polaire, fonte de la banquise. Alors certains vont me dire, mais la banquise, de toute manière, année après année, elle gèle et elle dégèle. Oui, mais année après année, elle sera de moins en moins épaisse, de moins en moins étendue. Fonte également de tous les glaciers en montagne. Oh, il ne faut pas aller bien loin pour s'en rendre compte. Je vous emmène dans la capitale mondiale de l'alpinisme. Je vous emmène à Chamonix. Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de prendre le petit train de Montanvert qui vous permet d'aller voir la mer de glace. Ça, c'est une photo qui date du début du siècle dernier. Aujourd'hui, la mer de glace a perdu plusieurs centaines de mètres d'épaisseur et plusieurs milliers de mètres en longueur. La montée régulière, inéluctable de la température a fait fondre presque tous les glaciers. Les glaciers de l'Himalaya et ceux des Andes, qui fournissaient de l'eau à des centaines de millions d'entre nous, ont dramatiquement diminué. Les neiges éternelles du Kilimandjaro ont pratiquement disparu. Comme celles du mont Fuji. Et un autre impact également sur le pergélisol. Rappelez-moi d'ailleurs ce terme étrange qu'est le pergélisol. C'est quoi? C'est un sol qui est gelé en permanence, un sol essentiellement composé de pierres, un sol désertique ou humide? Alors étrangement, on connaît mieux son nom anglais ou américain que le mot français. On l'appelle en fait le permafrost. Et le permafrost en anglais, comme le pergélisol en français, c'est bien un sol qui est gelé en permanence. En effet, 20 à 25% de tous les sols de la planète sont gelés en permanence. Mais également par chez nous, en montagne, ce pergélisol qui permettait à la roche justement d'avoir une certaine cohésion
les fissures qui sont à l'intérieur sont complétées par de l'eau qui est glacée, permettent de maintenir justement cette cohésion. Et pour ceux qui ont l'habitude de partir en montagne, vous l'avez peut-être remarqué lors de ces dernières années, malheureusement, beaucoup d'itinéraires aujourd'hui sont fortement déconseillés. Tout devient instable. Oh putain, oh putain. 2015. Avec la canicule, des pans entiers de montagnes se détachent, comme ici dans le Valais suisse. Et qui dit enfin hausse des températures, dit également hausse, montée du niveau des mers et des océans, qui est d'ailleurs causée par 3 phénomènes. Et dans la question qui arrive, j'ai un intrus d'après vous. Qu'est-ce qui ne participe pas à la hausse du niveau des mers et des océans? L'eau qui va prendre plus de place, qui va se dilater quand elle va se réchauffer. Les pluies qui vont être de plus en plus nombreuses et intenses à cause de la fonte des glaciers en montagne ou la fonte des calottes polaires. Trouvez-moi l'intrus dans cette liste. Qu'est-ce qui ne participe pas à la hausse des mers et des océans? Alors étrangement, vous n'avez remarqué que ce n'est pas indiqué la banquise qui, elle, n'y participe pas non plus. C'est vrai qu'elle gèle et elle dégèle année après année, mais ça ne bouge pas. Toutefois, les calottes polaires, oui, sont responsables pour 1/3 de la montée du niveau des mers et des océans. Les glaciers en montagne qui vont fondre sont également responsables pour un second tiers. Et le dernier tiers, ah bien oui, les pluies vont être plus nombreuses et intenses, mais cette eau vient d'où? Elle vient tout simplement des mers et des océans, c'est le cycle de l'eau. Ça ne va pas rajouter une nouvelle quantité d'eau dans les mers et les océans. Par contre, oui, en effet, l'eau prend plus de place. Elle va se dilater quand elle va se réchauffer. La glace de l'Antarctique est en train de fondre. C'est la plus grande réserve d'eau douce de la planète. Le niveau des océans monte peu à peu. C'est déjà arrivé par le passé, et l'histoire se répète. La question n'est pas le niveau de la mer va-t-il monter, mais plutôt à quelle vitesse. Alors, quand on parle climat, il y a souvent ces points de rupture qui nous font un petit peu peur. En effet, vous l'avez peut-être souvent entendu, on essaye de ne pas dépasser une hausse des températures. Si vous avez toutefois suivi l'actualité, vous avez remarqué peut-être que cette limite que l'on essayait de ne pas dépasser avant, qui était fixée à 2 degrés, a été récemment abaissée à 1,5 degré. Malheureusement, on a déjà gagné pratiquement 1 degré. Il ne nous reste donc plus qu'une petite moitié de degré, malheureusement, comme amplitude thermique pour arriver à prendre toute une série de mesures qui s'imposeraient. Sinon, malheureusement, eh bien, on risque de partir dans une spirale infernale, dans un effet boule de neige, dans un système auto-entretenu où les températures risquent d'augmenter jusqu'à plus 6 degrés. Jamais auparavant, j'aurais cru qu'on pouvait mourir d'un coup de chaleur au début du 3e millénaire à Paris. Et si la planète continue à se réchauffer, ce qui m'inquiète le plus, c'est que la conséquence sera la guerre. Notre planète est parvenue à un tournant climatique de son histoire. Passé un certain seuil, la hausse des températures pourrait devenir incontrôlable. Nous ne devons pas ignorer les signaux d'alerte. La planète est en danger. Alors quels sont justement ces points de rupture que l'on risque d'avoir et qui risquent de nous entraîner justement dans cette spirale infernale? Alors il y en a plusieurs et on va mettre un petit coup de projecteur justement sur ce premier effet, ce qu'on appelle l'effet miroir. Vous le savez, si vous avez l'occasion de marcher sur de la neige, sur de la glace, voire même au pôle, alors c'est vrai que j'ai ici un ours polaire qui est souvent le symbole du changement climatique, mais il n'a rien à voir dans les propos que je vais vous tenir. On vous conseille fortement, si vous êtes là, de porter des lunettes de protection s'il fait beau, parce que la réverbération est très forte, très intense. Je n'ai jamais employé exprès le mot technique, parce que c'est le mot que je vais vous demander. Cet effet réfléchissant, cette réverbération, ça s'appelle comment? C'est l'effet Méride, l'effet Doppler, l'effet papillon ou l'effet albédo? L'éphéméride, c'était une bêtise, bien sûr. L'effet réfléchissant d'une surface, c'est bien,
l'effet albédo. Alors cet effet albédo, à quoi sert-il? Eh bien, on le comprend si vous touchez de la glace, de la neige, même en plein soleil, celle-ci n'est jamais chaude. En effet, les rayons du soleil sont directement réfléchis. Il y a un effet miroir très important, un effet albédo important. Malheureusement, plus la glace fond, plus les mers et les océans qui sont sombres, eux, vont absorber le rayonnement solaire. Et ils vont se réchauffer. Qui dit qu'il se réchauffe, ça fait augmenter la température et fait fondre la glace également qui est à côté. Plus la glace fond, plus les températures augmentent et plus le reste de glace qui était encore en place risque de fondre. On est parti dans un cercle vicieux. Pour le comprendre, voici à nouveau l'état de la banquise année après année. Alors on la voit qui bouge très rapidement parce qu'elle gèle et dégèle chaque année. On voit des années qui sont en train de défiler en bas à gauche. Mais vous le remarquez, année après année, cette banquise est de moins en moins épaisse, de moins en moins étendue. Et même en prévision pour les années 2100, elle aura totalement disparu. Alors ça va faire le bonheur de certaines personnes qui veulent mettre des routes commerciales en passant par les pôles ou aller chercher des hydrocarbures. Mais on a besoin des glaces aux pôles. C'est véritablement le moteur de notre climat. Il fait partie de la régulation de notre climat à l'échelle mondiale. L'eau absorbe la chaleur. Jusque-là, la glace reflétait les rayons du soleil. La fonte des glaces entraînera donc plus de chaleur et d'eau. Cela fera fondre le dernier vestige de banquise et réchauffera encore plus vite le climat. Plus la planète sera chaude, plus elle se réchauffera rapidement. Alors chaque année, bien entendu, pour lutter contre ces changements climatiques, les chefs d'État se réunissent à un endroit différent pour parler climat et pour prendre une série de mesures en faveur du climat. I believe we can act boldly and decisively in the face of a common threat. That's why I come here today, not to talk, but to act. Ça, c'était lors de la COP15 à Copenhague en 2009. Vous le remarquez, ça a démarré en 1995 à Berlin. En 1997, il y avait eu le Kyoto, le fameux protocole de Kyoto. On a eu les accords de Paris en 2015. D'ailleurs, ce fameux protocole de Kyoto, les États membres avaient ratifié une mesure à réussi ses objectifs. Malheureusement, COP après COP, eh bien, nos augmentations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère n'ont cessé de grimper. Certains vont me dire, toutefois, on voit un moment, une petite cassure quand même vers 2008. Rappelez-vous, on a eu une grasse crise financière, la crise des subprimes, qui était due d'ailleurs parce qu'on avait passé le fameux pic pétrolier. On allait avoir un pétrole de moins en moins abondant, de plus en plus cher. Cher parce qu'il allait devenir rare, mais également cher parce que pour aller chercher les dernières gouttes de pétrole de la planète, on va devoir aller le chercher avec des méthodes parfois non conventionnelles, aller chercher dans des gaz de schiste ou du pétrole ou du sable bitumineux. Mais il y a toutefois une bonne nouvelle. Si vous avez suivi l'actualité, vous le savez, l'année dernière, l'année d'avant, à cause d'un petit virus, on a enfin atteint nos objectifs. On n'a plus qu'à espérer que ces petits virus reviennent chaque année. Attention, il ne faudrait pas qu'ils restent là année après année, parce que c'est 5% de baisse chaque année en plus. Il faudrait reconfiner à nouveau cette année comme on l'a fait les années précédentes, mais il faudrait qu'on ait un nouveau virus, bien que si on suit également l'actualité, on a vu qu'il y en a peut-être certains qui vont peut-être à nouveau venir un petit peu chambouler nos vies dans les prochaines années. Enfin, vous l'avez compris. Malheureusement, les enjeux sont si importants et malheureusement pas à la hauteur justement des ambitions et de toutes les ambitions que l'on a. C'est pour ça d'ailleurs que l'Europe elle-même essaye de faire un peu cavalier seul en se mettant un objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. On a entendu parler peut-être de la fin de la vente des voitures thermiques à l'horizon 2035, justement dans cet objectif-là. La France également va essayer de prendre des mesures encore plus ambitieuses et avait mis en place 150 citoyens qui avaient été tirés au sort, qui avaient émis 150 propositions pour le chef de l'État, qui lui-même en a retenu 50 avec son gouvernement, pour faire le projet de loi qui est devenu par la suite la loi climat et résilience. Mais bon, on l'a compris, les enjeux sont tels que malheureusement, on le sait, le climat continue à se réchauffer. Quelles seront les solutions pour demain? Oh, on n'a pas plein de leviers d'action possibles, on n'en a que deux. Soit on atténue, on décarbone notre production d'énergie, on fait des économies d'énergie, voire on essaie d'augmenter les puits de carbone avec même à la rigueur peut-être en mettant en place des systèmes de géo-ingénierie, mais malheureusement ceci est limité, sinon il va falloir s'adapter. D'ailleurs, dans cette dernière question que je vais vous poser, il y a 3 réponses qui concernent l'adaptation au changement climatique.
Et un dernier qui est un intrus, d'après vous, lequel? Qu'est-ce qui ne participe pas justement aux adaptations au changement climatique? Est-ce qu'on pourrait végétaliser les villes pour lutter contre les îlots de chaleur? Est-ce qu'on pourrait construire des digues pour lutter contre les inondations? Est-ce qu'on pourrait développer l'écomobilité, les mobilités propres, ou désimperméabiliser les sols? C'est l'un des grands enjeux de ce siècle, finalement. On va devoir s'adapter aux impacts du changement climatique. Et parmi cette liste, j'avais un intrus qui était plus dans le domaine de l'atténuation et non pas de l'adaptation. Et ce qui est de l'atténuation dans ces 4 réponses, c'est bien le développement des mobilités propres. On va essayer de moins émettre de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Mais rappelez-vous, ce 101e congrès de l'ASTE, justement, c'est l'adaptation au changement climatique. Eh bien, durant ces 3 jours, vous allez pouvoir réfléchir, parler, travailler sur ces questions, notamment en ce qui concerne l'eau. Allez, quelques exemples. Et vous le savez, depuis une dizaine d'années également, la France s'est dotée de son plan national d'adaptation au changement climatique, 200 mesures justement pour permettre de faire face à un climat qui se trouve aujourd'hui modifié. Alors vous le savez peut-être, ça y est, c'est officiel, on a changé d'ère géologique. On a quitté de manière un peu silencieuse, un peu discrète, les 13 000 années de l'ère Holocène qui, de par sa grande stabilité climatique, a vu naître l'agriculture, l'industrie et notre monde moderne. Et nous sommes aujourd'hui rentrés dans un nouveau cadre climatique. Dans une nouvelle ère que l'on appelle l'ère de l'Anthropocène. Ère dans laquelle l'homme est devenu une véritable force géophysique capable de modifier son environnement. Alors on l'a vu pendant ces quelques minutes, quand le changement climatique risque de modifier les ressources en eau potable, les ressources halieutiques, les rendements agricoles, et bien malheureusement dans certains coins de la planète, on va malheureusement basculer de la rareté à la pénurie. Et cette pénurie se traduira bien souvent en tension, en conflit ou en guerre. La Terre, c'est un tout. Elle est régie par des mécanismes particulièrement sophistiqués, mais également fragiles et vulnérables. Et de cela, on devrait peut-être tout simplement en prendre conscience pour à l'avenir avoir une plus grande humilité sur notre faculté à modifier, transformer, accélérer des phénomènes qui, eux, sont soumis à des cycles beaucoup plus lents. À toutes et à tous, un grand merci pour votre écoute et pour votre attention. Merci, merci. Allez, très rapidement, parce que j'ai pris 3 minutes de retard, je vous ai quand même posé cette question. Voici les scores. Eh bien, on a 4 personnes parmi vous qui terminent à la toute première place avec un sans faute. Regardez sur votre boîtier, il y a un numéro.
nous n'avons ici que les 20 premiers. Vous êtes 10 fois plus nombreux, voire un peu plus même dans cette salle. Si vous ne voyez pas votre numéro apparaître dans cette liste, c'est que vous avez sûrement 5 bonnes réponses, mais répondu un petit peu plus lentement que ceux qui sont là, soit vous avez moins, mais j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment. Maintenant, il faut croiser les doigts, espérer voir votre numéro apparaître moins dans cette liste, et on va voir qui sont nos gagnants. Alors, je vais avoir le plaisir, j'avais dit que j'en ai récompensé que 3, mais vous êtes 4. Je pense qu'on peut bel et bien amener cette 4e personne sur scène. Numéro 109, 66, 247 et 210. Vous avez un escalier à droite, un escalier à gauche. Venez me rejoindre, applaudissements. Bravo à vous 4, venez vous mettre par ici pour la photo à la rigueur. Applaudissements quand même pour nos gagnants. Un sans faute donc en ce qui vous concerne, ça veut dire que vous saviez bel et bien que nous étions dans une ère glaciaire. Vous vous appelez? Emmanuel. Vincent. Adèle. Et Frédéric. Eh bien, en tout cas, bravo à vous 4. Bravo en tout cas à tous. Merci pour votre participation. Bravo encore pour ce fort score. Applaudissements. Merci, messieurs, dames. Bon, 15h05, Solène. Je sais que j'ai dépassé de 5 petites minutes le temps qui m'était imparti. Mais en tout cas, c'est un vrai plaisir d'être avec vous. Solène, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Cyril, pour votre prestation. Merci à tous d'avoir bien voulu jouer le jeu. Et évidemment, félicitations aux grands gagnants. Donc, vous êtes 4. L'équipe a noté vos noms pour vous inviter à rejoindre le groupe Changement climatique de l'AST. Merci par avance à vous. On va prendre celui-là. Si, ça y est, ça marche. Bravo Solène. Merci pour la blague. Vous avez vu un peu comment on recrute à l'AST. On organise des concours, on piège les gens et puis après, hop, on les enchaîne. Et c'est comme ça qu'on travaille.